Au niveau du rosé, on observe beaucoup de variantes de couleurs différentes. Comme on peut l'observer, on peut avoir des rosés qui sont très clairs et très foncés. Est-ce que tu peux nous dire d'où viennent ces couleurs, Aurore? Alors, Céline, tout d'abord, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la couleur du rosé. On a souvent tendance en ce moment à parler un peu des rosés plus clairs. Je pense que le premier facteur qui va surtout jouer sur la couleur du rosé va être la technique utilisée pour vinifier notre vin. Ok. Là, il y a trois façons de vinifier notre rosé qui auront forcément un impact selon la technique choisie par le vigneron. Oui. Alors, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Non. Non. Dis-nous tout. Alors, tout d'abord, je vais te parler du pressurage direct. Donc, c'est la façon de vinifier qui est un peu la plus courante ici en Provence, la plus utilisée, et qui permet de répondre peut-être le plus facilement à cette demande de rosé clair. Même si, nous le verrons, la couleur n'influence pas ni le goût, ni l'intensité aromatique, ni parfois le degré alcoolique aussi, où on peut parfois se tromper un petit peu là-dessus. Alors, avant ça, je voudrais faire une petite précision, Céline. Donc, le vin rosé, il est élaboré à partir de raisins noirs. Donc, ce sont les mêmes raisins que l'on va utiliser pour faire le vin rouge. Ce sont des raisins qui ont la peau noire, la pulpe à l'intérieur est claire. Et ces raisins noirs contiennent dans la peau une molécule qu'on appelle l'anthocyane. Et c'est cette molécule qui va colorer notre jus et donner une intensité colorante plus ou moins importante. Ça, c'est la base, en fait. Ensuite, dans notre pressurage direct, eh bien, c'est très simple. On va vendanger très tôt le matin. On va essayer d'avoir des raisins les plus fermes possibles, de façon à ce qu'il y ait le moins de libération de jus et qu'on ait quelque chose d'assez ferme qui se tienne bien. Et ces raisins, dès qu'ils vont arriver, on va les presser directement. On va donc les mettre dans un pressoir pneumatique. C'est un peu comme un gros ballon qui va effectuer des petites pressions, qui va libérer délicatement, hein, on ne violente pas le raisin, mais délicatement du jus. Et à ce moment-là, on aura un jus de raisin parce qu'il aura été pressé directement après la réception de la vendange. Ce jus de raisin, on va le mettre en cuve et on va ensuite le faire fermenter. Donc, c'est-à-dire que les levures vont ensuite transformer tout notre sucre que nous avons dans notre jus et dans nos raisins au départ. Les levures vont transformer tout ce sucre en alcool. C'est la façon, j'ai envie de dire, la plus rapide, la plus efficace. Des raisins frais, on peut également les refroidir un petit peu. Ça arrive, on les presse et on laisse ensuite le jus fermenter tranquillement. C'est ça. Et la méthode la plus courante également. C'est la méthode peut-être la plus courante. Une deuxième qui est quand même très largement utilisée aussi. Alors moi, je te parle là un petit peu en Provence, mais on peut parler de toutes les régions de France, bien évidemment. Et une deuxième méthode que l'on utilise assez régulièrement, c'est ce qu'on va appeler des macérations pelliculaires. Okay. C'est-à-dire que là également, on va vendanger notre raisin tôt le matin, toujours en essayant d'avoir des températures assez fraîches et des raisins qui se tiennent bien assez fermes. En revanche, lorsque notre raisin va arriver, on va le laisser macérer pendant quelques heures. Ça peut aller de 2 heures à 24, voire 48 heures, hein, selon les régions et selon le type de vin voulu. Alors là, il y a quand même 2 ou 3 petites choses à prendre en compte. Sur les macérations pelliculaires, on va laisser nos baies de raisin entières macérées. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les raisins du dessous vont forcément commencer à s'écraser avec le poids des raisins du dessus et libérer un petit peu de jus. Donc ce jus va commencer à se mélanger avec la peau des autres raisins qu'il y a dans la cuve. Et c'est aussi à ce moment-là que l'on pourra avoir une extraction de couleurs. Okay. En revanche, la peau, elle contient à la fois des couleurs, mais la peau, elle est également riche en arômes. Donc lorsque l'on fait une macération pelliculaire, on peut à la fois rechercher peut-être une intensité colorante, mais on peut aussi rechercher un potentiel aromatique un petit peu plus expressif. La dernière chose qui est importante lorsque l'on fait une macération pelliculaire, ou même le pressurage direct hein, tout à l'heure, ça va être la maîtrise des températures. Il est très important de garder des températures basses et fraîches pour justement pouvoir contrôler et jouer à la fois sur le degré, l'intensité colorante et à la fois sur l'intensité des arômes. D'accord. Je pense que nous avons des bons exemples dans nos bouteilles toutes les deux. Oui. Oui. Dis-nous. Oui, oui, oui. Alors, je pense que de ton côté, tu as tout d'abord le domaine des masques oui, et le Clos Pinguette. Oui. Alors là, on est sur deux très bons exemples de pressurage direct, pardon.
Oui. Donc là, les raisins ont été vendangés tôt le matin, ils sont arrivés, on les a légèrement foulés, c'est-à-dire qu'on on les a légèrement écrasés, on les a pressés directement. De mon Ok. côté, je te montre, j'ai également 3 bouteilles, et là, on va avoir peut-être des surprises. Donc, le domaine Figuière, la cuvée première, Oui. qui est très très claire, mais qui, en bouche, a tout de même une belle présence. À côté de ça, j'ai un bandol du domaine de la Fond des Pères. Il Oui. est un tout petit peu plus coloré. Ceci Oui. dit, il a été pressé directement également lorsque le raisin est arrivé au domaine. Et puis, dernier exemple, là, je passe dans la vallée du Rhône et je te présente ce Côte du Rhône, qui D'accord. lui est très intense. Très foncé. Oui, Euh, effectivement. et pourtant, il a été pressé directement. Aucune macération sur ce vin-là. Ok. Voilà. Donc, comme quoi, la couleur et la méthode de vinification, ça reste des choix du vigneron. C'est ça. A Tout à fait. contrario, j'ai de mon côté ce château Pas-du-Cerf. Donc, on est Oui. aussi sur un rosé. Il est extrêmement clair. Rien à Et voir. là, par contre, j'ai une Oui. macération pelliculaire de 12 heures. Donc, Ok. en bouche, Donc, ceci dit, la macération pelliculaire s'est faite à basse température. On a limité l'extraction de couleurs, mais en revanche, on a recherché une intensité aromatique qui est un petit peu plus présente. c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est le temps finalement qu'on va mettre dans la vinification ne va pas influencer la couleur forcément, mais plus le goût. Alors, ça peut Ou jouer. les deux. La peau, elle contient à la fois les arômes et la C'est couleur. vrai. Donc, Oui. tout est une question de maîtrise de la C'est technique ça. de vinification choisie par le vigneron. C'est ça. Euh, c'est pas une règle. Un rosé Non, clair ne non, sera voilà. pas Oui. léger ou voilà, on voit que la couleur ne n'influencera pas forcément notre goût. C'est ça. Beaucoup d'éléments peuvent influencer tout cela. C'est ça. Donc il y a vraiment une prise de décision quelque part du vigneron dès le départ pour savoir vraiment déterminer la couleur exacte que le rosé Évidemment, aura. Ok. évidemment, D'accord. évidemment. D'accord. Très bien. Donc ça fait deux facteurs déjà. Oui, Enfin, deux alors méthodes de vinification pour un facteur. 2 méthodes de vinification. Il y en a une troisième dont je voudrais te parler. Hein. Elle Oui. est un peu plus rare peut-être, un petit peu moins pratiquée en tout cas en ce moment. Là, on va parler du rosé de saignée. Alors là, en fait, ça va plutôt s'apparenter aux techniques de vinification des vins rouges. C'est-à-dire que pour faire du vin rouge, là, on va volontairement laisser macérer le jus et les peaux. C'est ce que l'on va faire également pour commencer notre vinification, notre rosé de saignée, on appelle ça. Euh, on va laisser macérer pendant quelques heures, comme si on faisait une cuvée de rouge, et au bout de quelques heures, on va prélever, soutirer une partie du jus de cette cuve de rouge. Ok. Ce jus va être utilisé pour faire du rosé, et le reste de la cuve, on va la garder telle qu'elle, et elle servira à faire du rouge par la suite. Ok. Donc, c'est comme un début de vinification en rouge, sauf qu'on ne va pas aller jusqu'au bout du process. Au bout de quelques heures, on sépare la cuve, on prend un petit pourcentage de la cuve, hein, ça va être 15-20% de la cuve que l'on va récupérer, que l'on va vinifier en rosé, le reste se terminera bien sur du rouge. Ok. Et il y a une raison. Pardon. Pardon. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle cette méthode est moins utilisée que les deux autres? Une raison particulière, non, ça reste aussi un choix du vigneron. C'est ça. Effectivement, après, c'est une technique qui est peut-être un petit peu plus spécifique et qui, selon la région où l'on se trouve, selon les cépages, on va peut-être préférer l'une ou l'autre. Mais c'est pas, là aussi, c'est pas une règle. Hein. C'est ça. Chacun fait comme, comme il l'entend, selon ses moyens et selon ses possibilités et selon ses choix surtout. C'est ça. Exactement. Ok. Donc, premier facteur qui influence la couleur, les méthodes de vinification. Aurore, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent la couleur? Alors oui, malgré tout, on a d'autres facteurs. Je pense que l'on peut aussi mentionner le cépage utilisé pour faire nos vins. Oui. Il y a des cépages, je pense notamment ici, donc plutôt dans le sud ou dans la vallée du Rhône, on va retrouver des cépages comme la Syrah, comme le Mourvèdre, comme du Carignan, voire du Merlot. Là, on sera plutôt côté sud-ouest. Ça, ce sont des cépages pour lesquels les jus auront une prise de couleur plus rapide. Donc, Ok. si le jus est en contact avec la peau, il va se colorer plus rapidement. Ok. En revanche, je pense à d'autres cépages, type Pinot Noir ou Cinsault, où là, pour le coup, les peaux contiennent moins de pigments colorants.
Donc forcément, l'extraction sera moins importante aussi. Et plus clair. C'est plus clair. Voilà, donc le cépage peut aussi avoir son influence sur la couleur. Il ne faut pas se lier. Alors les méthodes de vinification, bien évidemment, c'est la base, mais le cépage peut aussi joue impacter son rôle forcément. aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et est-ce que cette intensité de couleur influence le goût aussi? Alors non, c'est une question donc, que l'on pose souvent. On me dit souvent, moi, je veux un rosé clair parce que les rosés clairs seront plus légers. On l'a vu, les rosés clairs ne sont pas forcément plus légers. On a vu qu'on avait ici des rosés, je reprends mon domaine Taducère, pour lesquels on a laissé tout de même macérer pendant 12 heures. Effectivement, la couleur, elle est extrêmement claire, mais en laissant macérer 12 heures, on a, au-delà de chercher une intensité colorante que l'on n'a pas, on a surtout cherché une extraction aromatique un peu plus importante. Et on aura un vin qui sera beaucoup plus expressif en bouche, plus présent. C'est ça. Donc, cette couleur claire, d'un point de vue aromatique, le vin, il ne sera pas non plus complètement léger. On aura une belle présence et ce sera assez expressif et assez aromatique. Ce sera d'ailleurs très, très intéressant à goûter. Donc, la couleur, non, n'influence pas forcément le goût, ni. Donc, il ne faut pas se fier à la couleur pour définir le goût, l'intensité aromatique, voire le degré d'alcool parfois. Non. Il faut se laisser surprendre. Voilà. Se laisser surprendre et se laisser guider. Absolument. Après, par contre, Oui. Alors, je pense aussi que, au-delà donc de ce process de vinification, ce qui fera donc la différence, Céline, pour résumer un petit peu tout ça, ça va aussi être la maîtrise des températures de la part du vigneron. Ce sera également un élément extrêmement important. Le choix du vigneron. Et puis, malgré tout, le terroir, la zone géographique où l'on se trouve, la région de France dans laquelle on se trouve, on n'aura pas les mêmes résultats forcément. Non, c'est ça. Donc, beaucoup de variétés, beaucoup de couleurs, beaucoup de goûts différents. Donc, voilà, il y a de quoi se laisser tenter quand même. Tout à fait. C'est chouette. Par contre, on observe quand même beaucoup de vins rosés qui sont très clairs, très, très pâles. Est-ce qu'on n'observe pas là aussi une tendance, un effet de mode autour du vin rosé clair? Alors oui, je pense qu'on peut parler quand même d'effet de mode, mais cet effet de mode, je pense qu'il est plus attribué aux côtes de Provence. Depuis quelques années, on a un peu donné cette image des vins de Provence, ou des vins du Sud en tout cas, Sud-Est. Voilà, un rosé de Provence se doit d'être clair. En revanche, un rosé de Provence se doit d'être clair, pas forcément. Donc, on l'a vu, on peut avoir différentes intensités. Malgré tout, pour répondre à une demande des consommateurs, eh bien, les domaines ont dû s'adapter. Alors, aujourd'hui, on a, toutes les caves que je visite, on a quand même des techniques et des process de vinification, des moyens technologiques à la pointe. Tout est extrêmement maîtrisé et contrôlé. Mais malgré tout, on s'adapte à la demande et en utilisant des processus qui sont tout à fait naturels, bien évidemment, on arrive malgré tout donc à élaborer des rosés qui sont clairs, mais qui, d'un point de vue aromatique, peuvent être tout à fait intéressants. C'est ça. Super. Merci beaucoup Aurore pour toutes ces informations. Merci à vous qui nous suivez également. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouveau rendez-vous Wine O'Clock. À bientôt. À bientôt. À bientôt Céline. Ça vous a plu? Alors likez, partagez et abonnez-vous à Wine O'Clock sans plus attendre. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et YouTube. Avec Wine O'Clock, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. À la prochaine!